Désirez-vous cacher la lecture de conseils en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son plan au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mon main le nombre de secondes restantes. L'équipe n'ayant pas terminé sa présentation entre 20 minutes devra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions de durée maximale de 5 minutes et à la jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite. Je m'appelle Pierre Gagnon, je suis gestionnaire de projet chez Assomption, certifié PMP en méthodologie d'agile. Mon nom c'est Georges Desjardins, je suis chef du bureau de projet chez Assomption Vie, aussi certifié PMP. Bonjour, Martin Valéry, propriétaire, président de Direxis, certifié PMP, puis aussi maître ceinture noire Six Sigma. Tu lises ta carte pour te rappeler qu'est-ce que tu fais? Non, pas du tout. Ok, Je le dis assez souvent. Est-ce qu'on a Non, il n'y a pas de... C'est seulement... Bonjour, monsieur les juges. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous rencontrer. La gestion de projet, c'est un sujet qui nous passionne puis qui est important dans la réussite de toute entreprise, comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines minutes. On aime faire la comparaison de la gestion de projet et un orchestre, simplement parce que dans un orchestre, on a les musiciens qui sont les experts, des professionnels dans tout ce qu'ils font. Ils vont pouvoir jouer du violon, du violoncelle, du trombone. Et puis on a le chef d'orchestre qui, lui, se spécialise pas dans un instrument, mais qui va coordonner tous ces musiciens-là, puis aussi les motiver. Donc c'est vraiment cette optique-là qu'on va approcher le projet aujourd'hui. Je vais présenter mes collègues, Jean-Christophe, Sébastien et moi-même Philippe. On va faire la présentation aujourd'hui en français, mais si lors de la période de questionnement vous préférez utiliser l'anglais, soyez totalement confortable. On l'est aussi dans la deuxième langue. J'aimerais tout de suite aller dans la présentation avec l'agenda de qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, premièrement, la situation actuelle que l'Auto-Atlantique fait face et pourquoi le projet a été mis en branle. Finalement, vraiment la problématique qui donne une raison de l'implantation de ce projet-là. Finalement, les objectifs du projet précisément, puis une proposition qu'on aimerait apporter à ce projet-là pour permettre d'aller chercher des objectifs encore plus ciblés. Et finalement, plus concrètement, un plan d'implémentation pour s'assurer justement que ça se fasse bien dans le futur et puis que les objectifs soient servis. Et finalement, une conclusion pour bien enrober le tout et puis finir. Donc, par rapport à la situation actuelle, on peut voir que dans les dernières années, il y a une baisse de participation dans la loterie en général en Atlantique. Aussi, on peut voir que l'Auto-Atlantique offre 5 différents produits. Donc, on a 35% de l'offre et des revenus qui vient de la loterie, des jeux instantanés, des jeux en ligne et puis de Pro League. Et puis, on a la partie majeure qui est la loterie vidéo, qui est vraiment le projet qui a été suggéré et par rapport à la loterie vidéo, le revenu majeur de l'Auto-Atlantique. La problématique qu'on a perçue par rapport à la compagnie, c'est qu'il y a une absence de mécanisme pour acquérir de l'information par rapport aux utilisateurs. Donc, précédemment, on utilisait des sondages, mais ce n'était pas automatisé, et puis c'est à participation volontaire, donc on peut avoir un certain biais dans l'information qui est obtenue de ces personnes-là. Aussi, on a un manque de perception des joueurs de valeur ajoutée de l'offre de l'Auto-Atlantique. Donc, il y a vraiment ces deux problématiques-là qu'on voulait résoudre avec ce projet-là. Donc, les objectifs du projet, bien sûr, sont vraiment la réussite du projet, mais aussi doivent respecter les lignes directrices de l'Auto-Atlantique, comme dans tout ce qu'elle fait. Premièrement, on a un budget qui a été mis en place précisément pour ce projet-là. On parle d'1 750 000. Et puis, on a un échéancier précis qui va jusqu'en 2018 pour un lancement complet de la plateforme. Aussi, comme j'ai mentionné brièvement, on a les valeurs d'entreprise. Donc, il faut serait certain qu'on joue avec la loterie. Il faut rester intègre, il faut rester transparent. Donc, tout au long de notre démarche et puis de l'implantation, vous allez pouvoir voir qu'on reste transparent autant vis-à-vis la population que les autres parties prenantes, qu'on va aborder dans quelques minutes. Et puis aussi, on a la responsabilité sociale. Donc, encore une fois, comme j'ai mentionné, la loterie, c'est un enjeu de société. Et puis, par exemple, faire de la promotion pour une loterie avec des joueurs des fois compulsifs ne serait pas nécessairement bénéfique.
Au niveau des parties prenantes, rapidement, donc on a bien sûr les joueurs qui utilisent ces machines-là, aussi les sites web. On a la société, les employés ainsi que l'Auto-Atlantique. Les partenaires commerciaux, donc ça peut être les bars avec qui l'Auto-Atlantique fait affaire. Et puis aussi, on a les collectivités, donc c'est là où on peut voir justement l'impact dans les communautés différentes que l'Auto-Atlantique peut avoir. On a aussi le gouvernement, parce que bien sûr, les revenus ensuite sont partagés entre les 4 gouvernements des provinces atlantiques. Donc au niveau du projet qui est proposé, par rapport à l'impact sur les 5 différentes parties prenantes qu'on vient d'identifier, on a premièrement les joueurs. Donc pourquoi ce projet-là augmente la valeur pour les joueurs? Bien, tout simplement parce qu'on a une obtention de points de récompense. Ça incite les joueurs à jouer et puis à participer à ça. Donc, on a vraiment 3 catégories de joueurs différents. Certains qui jouent une fois par année, une fois par mois ou plus d'une fois par semaine. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une stratégie qui va être différente selon chacun des types de joueurs, justement pour s'assurer d'avoir une stratégie intègre qui est durable à long terme, autant pour les collectivités que l'entreprise. Ensuite, au niveau de l'impact des employés de l'entreprise, donc on a une meilleure information, comme je mentionnais tout à l'heure, on avait une information qui était incomplète avec les sondages qui étaient faits précédemment. Maintenant, avec un projet où la prise d'information serait automatique, on est capable d'aller chercher une information complète et prendre des meilleures décisions. Autant au niveau marketing, en ciblant certaines personnes qui ne jouent pas souvent et en ciblant moins d'autres personnes qui jouent souvent, ou même en mettant en place des programmes qui peuvent aider les gens qui jouent trop souvent, parce qu'on sait que ces gens-là jouent. Aussi, au niveau des partenaires commerciaux, on peut avoir une acquisition de nouveaux clients. Donc, dans les bars, et ainsi de suite, étant donné qu'on va pouvoir connaître les habitudes des clients, on va pouvoir aller encourager la consommation des produits chez les clients, encore une fois, qui ne jouent pas de façon abondante. Et puis, ces clients-là pourront ensuite consommer des produits dans les bars et les endroits où la loterie vidéo est disponible. Aussi, dans les collectivités, mais comme on a mentionné, on a une formation qui permet de favoriser le jeu responsable en ciblant certaines personnes plutôt que d'autres, plutôt qu'avec les sondages actuellement. Donc ça occasionne une prospérité à long terme, autant au niveau de l'entreprise, avec des nouveaux clients, et puis aussi au niveau des provinces atlantiques en général. Et finalement, au niveau du gouvernement, on peut cibler des interventions qui vont permettre une meilleure efficacité, justement avec une meilleure information, une meilleure prise de décision, et puis des actions plus efficaces par la suite. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jean-Christophe pour pouvoir permettre de comprendre notre proposition, donc un changement qu'on aimerait apporter, en fait un changement, une addition à ce projet-là pour lui permettre d'avoir un plus grande efficacité. Merci. Donc oui, le programme de fidélité qui est offert a plusieurs avantages pour toutes les parties prenantes qui sont inclus dans ce projet-là. Nous, on propose d'étendre le programme aux autres gammes de produits offerts par l'Auto-Atlantique. Donc, la loterie traditionnelle, la loterie, les gratteux, on peut appeler, et aussi ProLigne. Donc, nous, on veut vraiment aller chercher les synergies qui sont possibles d'aller chercher entre les différents produits qui sont offerts par l'Auto-Atlantique. L'idée qui nous était venue, c'était par exemple quelqu'un qui joue dans les bars sur un terminal de loterie vidéo, qui, grâce au programme de fidélité, peut se mettre un maximum de 100 $ par mois en dépenses dans les terminaux. Mais s'il n'y a pas une synergie entre les différents produits offerts par l'Auto-Atlantique, il n'y a rien qui empêche cette personne-là de dire « Bon, j'ai dépensé 100 $, j'ai atteint ma limite, je sais, c'est moi qui m'avais mis cette limite-là moi-même, maintenant, je peux aller mettre un autre 100 $ dans les billets de loterie traditionnels ou autres produits offerts par l'Auto-Atlantique. » Donc, on pense qu'en allant chercher des synergies, c'est là qu'on va vraiment réussir à s'assurer que l'information qu'on accumule sur ces clients-là, sur ces joueurs-là, va être plus fiable et plus pertinente pour améliorer nos gains aussi. Donc, un autre avantage, c'est que la fonction en ligne est déjà partiellement existante. Il y a de la loterie en ligne déjà en ce moment. On veut mettre un site web dans le programme de fidélité, il y a une partie en ligne pour qu'on puisse aller voir le profil de l'utilisateur. Donc, il y a déjà une partie qui pourrait être faite. Oui, c'est des coûts additionnels, mais de notre point de vue, les coûts additionnels en valent le coup parce qu'on va aller chercher des gains beaucoup plus importants. Et le faible coût d'implantation de l'addition, donc d'additionner ces 4 produits-là au lieu de seulement faire la loterie vidéo, c'est ça qui est notre proposition et c'est comme ça qu'on a établi notre plan d'implantation du programme de fidélité. Donc le plan d'implantation est séparé en 5 différentes étapes: l'initiation, la planification, l'exécution, l'évaluation et le contrôle et la conclusion. L'initiation.
si on revient un petit peu à la comparaison que Philippe a fait au début avec un orchestre, ben avant de commencer un orchestre, c'est sûr qu'on veut remettre les partitions de musique aux musiciens, on veut dire au public c'est quoi la musique qui va être jouée, c'est quoi le spectacle. Donc la première étape, c'est de rencontrer les gouvernements, qui sont aussi les actionnaires de l'Auto-Atlantique, vraiment leur expliquer c'est quoi qu'on veut faire, et ça dès janvier 2017, dès ce mois-ci. On veut aussi rencontrer les employés le plus rapidement possible, faire un kick-off meeting, vraiment pour qu'on puisse transmettre c'est quoi les objectifs du projet, pourquoi on fait ça. On pourrait croire que, parce que l'échéance septembre 2018 qui est le lancement officiel, on pourrait croire qu'on pourrait attendre en septembre 2018 pour parler aux partenaires commerciaux, donc les bars, les casinos, les dépanneurs dans ce cas-ci, parce qu'on veut inclure aussi la loterie traditionnelle, ou la collectivité et les joueurs. De notre point de vue, on croyait qu'il était préférable de le faire dès maintenant, de tout de suite donner le message dès février aux gens pour s'assurer qu'ils comprennent bien le message et l'utilité de ce programme de fidélité-là, que c'est pas pour faire jouer davantage les joueurs qui sont compulsifs ou de vraiment augmenter le jeu, mais on veut tout de suite envoyer un bon message que le programme de fidélité a une bonne réputation dès février 2017 et c'est sûr faire des publicités plus rapprochées, on va en parler plus tard, près du lancement. Donc ça c'est vraiment l'initiation, c'est la première phase de notre plan d'implantation. La deuxième phase, c'est la planification qui commence aujourd'hui, en janvier 2017. On a une équipe à l'interne, on a un chef d'équipe, on a un analyste d'affaires, puis on a 2 experts en opération. Puis, on a divisé les tâches avec toutes ces personnes-là. On va faire appel à des consultants externes aussi, tout au cours de la planification qu'on a faite. Donc, janvier 2017, rencontre avec la firme de programmation. Donc, oui, pour mettre en place ce nouveau système de programme de fidélité, il faut faire des modifications dans les terminaux de loterie vidéo, il faut faire des modifications sur un site web. Donc, on veut tout de suite rencontrer la firme de programmation pour bien établir c'est quoi les critères, c'est quoi les attentes qu'on a envers cette firme-là. En janvier aussi, ce qu'on veut faire, c'est un choix de consultant en interface d'utilisateur. On croit que c'est important, étant donné qu'on va aller jouer dans l'interface du terminal, qu'on va avoir une nouvelle page web pour que les gens puissent aller voir leur compte de fidélité, leur consommation, tout ça. On soit aidé d'un consultant externe en interface pour vraiment s'assurer que ça va être le plus user-friendly possible et que ça va vraiment rencontrer les besoins. Donc, on veut trouver en janvier un consultant externe qui va nous accompagner dans le suite du projet. Dès février, on veut aussi, de la firme de programmation, on veut rapidement avoir des images ou des photos de la proposition d'interface. Donc, qu'est-ce qu'eux proposent de faire en termes d'interface, comment est-ce que le site web fonctionnerait, comment ça fonctionnerait sur les terminaux de loterie vidéo. On pense que c'est une des premières choses qu'on peut faire, puis ça nous assure aussi qu'on est capable de faire un suivi avec eux, puis qu'on établit en même temps des objectifs clairs. C'est quoi les attentes de l'Auto-Atlantique envers la firme de programmation. En mars 2017, la sélection des bars participants au test qui va débuter plus tard là, dans la planification, mais ça c'est fait par les analyses, les experts en opération. Donc choisir c'est où qu'on va aller faire nos tests sur les terminaux, parce qu'on va faire un test sur 70 terminaux. Réception d'une version bêta, on s'attend ça de la firme de programmation pour août 2017. Donc l'objectif était septembre 2017. On s'est laissé un petit peu de marge de manœuvre pour s'assurer et quand même de pallier si jamais il y a un problème. On va pouvoir mettre en place un plan de contingence. On va avoir suffisamment de temps pour ça. Donc la réception d'une version bêta pour mieux comprendre et voir vraiment l'avancement. Le début des modifications du site web. Donc oui, il y avait la partie terminaux mobiles, terminaux de loterie vidéo. Mais il y a aussi la partie site web. Donc le début des modifications du site web en 2017, vraiment pour que les gens, on puisse déjà y accéder. Puis la fin des modifications du site web en octobre 2017. Donc 2 mois pour faire ça. Et ensuite, débuter les tests sur 70 machines. Donc 70 terminaux de loterie vidéo. Il y a 3 modèles de machines différentes. On veut faire les tests sur les 3 modèles différents. On veut vraiment, à ce moment-là, soulever les problèmes qui pourraient subvenir. Donc, on veut vraiment s'assurer, avant de faire le lancement officiel, que ça va fonctionner avec tous les modèles de machines. Donc ça, c'est pour novembre et décembre 2017. Et en janvier 2018, on va commencer à faire un déploiement graduel qui sera 10% d'ici avril 2018 pour tous les terminaux de vidéo. À partir de septembre, à partir de janvier jusqu'en avril, on va faire l'amélioration continue des nouveaux services de TLV. Donc on veut vraiment peaufiner tout ça. Il y a seulement 10% comme c'est là qui va être touché. C'est là qu'on veut voir est-ce qu'il y a des problèmes à niveau de satisfaction, puis on va en parler plus tard de tout ça. Formation dans les points de vente de loterie pour les nouveaux programmes, donc les dépanneurs, pour voir comment ça va fonctionner avec la carte fidélité, pour qu'ils puissent acheter
les billets de 649, les billets de la loterie traditionnelle. Donc, en septembre 2018, on est prêt pour le lancement officiel et complet dans tous les produits offerts par l'Auto Atlantique. Je vais maintenant laisser Sébastien, mon coéquipier, continuer poursuivre dans la phase d'exécution. Donc, pour ce qui est d'exécution, on a vraiment pensé à l'équipe. Quelle équipe qu'on va devoir mettre en place pour faire ce projet-là. On a fait confiance à l'équipe actuelle. On pense que l'équipe actuelle a une plus grande connaissance déjà de la compagnie, de la situation. Et donc, on a donné la plus grande tâche à l'équipe actuelle. À part le consultant que Jean-Christophe a parlé tantôt par rapport à la surface et la programmation, on fait affaire vraiment avec l'équipe actuelle qui est un chef de projet, un analyste d'affaires et 2 experts en opération. Le chef de projet, lui, va vraiment être le chef d'orchestre. Donc, lui va s'occuper de tout ce qui est coordination, va faire le suivi général, va s'assurer que toutes les démarches sont en ordre, que tout le monde se parle entre les différents secteurs. Ensuite, tu as l'analyse d'affaires. L'analyse d'affaires, lui, va faire un suivi, oui, du budget continu, mais va surtout recueillir les données des tests, va surtout aussi recueillir des données au fil des années. Il va recueillir des données pour le gouvernement et pour voir justement quel client qui consomme plus, quel client qui consomme moins, ou quel client qui dépense plus, quel client qui prend plus de temps sur les machines. Donc, lui va analyser ces données-là, il va les transmettre au gouvernement, ou va les transmettre à d'autres compagnies pour ainsi parler à d'autres parties de l'entreprise pour ce qui est marketing, ce qui est aussi responsabilité de jeu, qu'on avait parlé, qui est une grande point, etc., etc. Donc, contact avec le département marketing et contact avec le gouvernement. Finalement, les experts en opération, eux, vont s'occuper de tout ce qui est intégration dans les télé-loteries vidéo. Va s'occuper aussi, donc, toutes les intégrations dans les bars, comment on va les installer dans les bars, etc., etc. Puis, il va s'occuper aussi du niveau des opérations des cartes. Donc, les cartes de fidélité, comment on va les développer, comment on va les transmettre aux clients. Ça va être vraiment du côté des opérations qui vont s'occuper au fil des mois de ces opérations-là. Pour ce qui est du budget, on avait un budget d'1 750 000 $. La première partie, c'est la partie développement. Donc oui, la plus grande partie doit aller à la firme de programmation de la plateforme. On a évalué environ 750 000 $ à cette partie-là. Ensuite, le consultant de la plateforme pour une plateforme qui est attirante, 100 000 $ pour ça. La publicité, dès le départ, on veut commencer à mettre de la publicité pour attirer les clients dans ces bars et dans ces tests cibles. Et aussi un surplus de 100 000 $, on ne sait jamais ce qui peut arriver, soit dans la programmation, soit dans la consultation. Pour ce qui est des tests au fil, dans les 6 mois avant le lancement officiel, la firme de programmation encore va obtenir 250 000 $. Encore la publicité, ça on va toujours en faire, on va continuer, on va attirer de plus en plus de clients à notre carte de fidélité. Et le surplus de 50 000 $ et autres produits aussi. Finalement, l'intégration du site web, que lui encore, la firme de programmation va obtenir 135 000 $ et un surplus de 15 000 $ au cas où. Et le lancement officiel, à la dernière, au final, ça va être surtout de la publicité. On veut que 100% de nos lotos soient équipés de la carte de fidélité, donc beaucoup de publicité et encore une fois un surplus de 10 000 $. Pendant ce temps-là, on va devoir faire une évaluation de contrôle, probablement 1 mois après le lancement officiel. Donc, on a déterminé des indicateurs de performance pour voir si vraiment la carte de fidélité marche auprès de nos consommateurs. Les 2 points qu'on s'est concentrés, c'est vraiment oui, le niveau de satisfaction des clients qui jouent et qui utilisent la carte de fidélité. On veut que ce niveau de satisfaction-là soit supérieur à 80%. Et aussi, en deuxième, l'utilisation l'utilisation de la carte chez tous les consommateurs. C'est sûr que on n'ira pas chercher tous les consommateurs, il y en a beaucoup qui n'iront jamais chercher la carte, puis même une personne sur 2, je ne pense pas qu'ils l'utiliseront, mais on veut une utilisation du programme d'au moins 30%. On pense que c'est capable, on est capable. Les gens
la carte elle est attirante, puis on croit que 30% des gens peuvent l'utiliser, mais si c'est pas... Ça, la première année, on veut voir si on se rend à ce 30%. Donc, en conclusion, à la suite de notre analyse, on a 5 points qui sont vraiment importants et que vous devez retenir, les juges. C'est le nouveau programme que vous posez, oui, il est efficace, on le trouve vraiment efficace, mais qu'on peut vraiment créer une synergie puis mettre le programme dans toutes les plateformes de l'auto en Atlantique. 2, l'avantage de toutes les parties prenantes, comme on avait dit, donc ce qui est le gouvernement, ce qui est les joueurs, ce qui est lui qui le développement de la plateforme, etc. Quand on parle de meilleure gestion durable à long terme, c'est pour voir justement l'information qu'on a recueillie auprès de nos clients. On veut cibler les consommateurs qui ne vont pas jouer souvent à la loto, puis leur envoyer des emails ou de la publicité. Puis on veut aussi cibler les consommateurs qui consomment trop et créer un éthique, un contrôle de jeu, un jeu responsable et cibler les sensibiliser au jeu responsable. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on parle de meilleure gestion à long terme avec les données d'information qu'on recueille pour une planification à long terme. Donc, j'ai parlé de l'éthique du jeu responsable à partir des données qu'on a recueillies. Et finalement, un plan clair et précis donné par les chefs d'orchestre et notre équipe. Puis on espère, on vous remet les baguettes et on espère que on vous apprécie. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi. Oui, j'aimerais savoir, dans votre présentation, selon vous, c'est quoi les facteurs clés de succès pour réussir l'implantation du programme de fidélité? C'est une très bonne question. Je pense qu'une des choses, puis je pense qu'on en a fait un petit peu de façon proactive, c'est de s'assurer de la part de tout le monde. C'est qu'il n'y ait pas trop de résistance au changement. Puis c'est comme ça qu'on fait on a fait des publicités souvent. Dès le début, on a commencé à communiquer avec les joueurs, communiquer avec les employés. On pense que c'est en impliquant ces gens-là, puis en communiquant souvent avec eux. On fait des suivis avec le gouvernement aussi, on veut s'assurer d'un taux de satisfaction des bars. C'est vraiment la résistance au changement qui pourrait être un des problèmes majeurs. Et je pense qu'en communiquant avec eux, puis en faisant de la publicité comme ça, en restant connecté avec eux, on s'assure que ce ne soit pas un problème qui est trop grand. Fait que la résistance, c'est ton risque, tu me dis. Je pense que la résistance au changement, c'est le risque majeur de l'implantation d'un programme d'affiliation comme ça. C'est quoi que vous proposez comme solution pour mitiger ce risque-là? C'est de communiquer avec les gens. La publicité qu'on faisait au début de notre planification, on fait de la publicité, on envoie des lettres, des courriels, entre autres, aux bars, aux casinos, aux dépanneurs, pour rester connecté avec eux, communiquer avec eux. Les experts en opération ont aussi du temps pour discuter avec eux. Dans leur tâche, c'était entre autres d'implanter les terminaux, les modifications, les mises à jour avec les terminaux, de choisir les bons bars. Donc vraiment, c'est la proximité qui est importante. Puis c'est avec les experts en opération qui sont vraiment proches des parties prenantes. Puis avec la publicité, c'est comme ça qu'on a voulu mitiger ce risque-là. Okay. Si je peux rajouter à ça aussi, la carte est attirante parce que ça va pousser les joueurs, ils font des points, ils ont des bénéfices à utiliser la carte. Donc il n'y a pas juste la publicité, mais les gens ont vraiment un bénéfice à utiliser la carte. Donc c'est pas, surtout aussi pour les joueurs qui sont compulsifs, c'est bon pour les limiter à dépenser. Okay. J'ai bien aimé votre proposition au début, de ne pas le limiter juste aux VLT, mais aux autres équipements. Le reste de la présentation, quand même, il ne touchait pas, de ce que j'ai pu voir. En termes de coût, en termes de cellule, vous attirez les jeux encore au mandat initial. Oui, on a montré beaucoup dans notre planification les macro-étapes, si on veut. On n'a pas été en détail dans les sous-étapes de chacune des macro-étapes qui étaient identifiées. Pour ce qui est le budget est dans les tests, pour ce qui est des autres sections, parce que, comme on l'expliquait dans la planification, là, c'est peut-être faire le lien, ça va clarifier les choses. On l'explique dans la planification. Dans la partie test, c'est là qu'on commence à faire des tentatives avec les dépanneurs pour vraiment être sûr que la carte ça va fonctionner, que ça va être lié à l'agent. Donc, les autres produits, on parle aussi des autres produits de loterie, les cartes à gratter, les 4 autres produits offerts. Donc, c'était 150 000 $ pour les tests. Si vous me donnez tous les autres aspects pour aucun coût additionnel.
c'est 150 000 qui est mis pour ça. Quand on regardait, on a tenté de l'étudier, on avait la loterie traditionnelle et les loteries, les instants gagnants qui sont dans les dépanneurs. Donc ça, c'est le même système qui va solutionner ces deux produits-là. Et c'est le système déjà de l'Auto-Atlantique qui est disponible dans tous les points d'achat. Donc c'était de modifier ça, qui est lié avec le site internet actuel. Donc c'est vraiment le lecteur de la carte qui était peut-être problématique pour faire le lien. Sinon, c'était comme sur le site web et ça, c'était comme fait préalablement. Le site web où est-ce que la personne prend sa carte de fidélité et va voir là, avec sa carte de fidélité son compte, si on veut. Si je peux ajouter aussi, on peut voir au mois d'avril, comme quoi il y a une formation qui est faite dans les points de vente des loteries pour justement un nouveau programme. Donc c'est pas seulement dans les télévidéos. Donc les points de vente de loterie, on vend des billets traditionnels. Les représentants sur la route qui actuellement approvisionnent et s'assurent que qu'il y a des stocks de tous les billets de loterie vont pouvoir en même temps, quand ils rencontrent des employés, faire une formation avec le propriétaire de dépanneur, caissier, ainsi de suite. En septembre 2018, quand on sera lancé, comment vous avez déterminé si votre projet est effectivement un succès? C'est avec les indicateurs de performance vraiment qu'on a identifié. On veut commencer à mesurer le taux de satisfaction et l'utilisation du programme de fidélité dès les tests qui commencent en janvier. Donc si on prend un terminal de l'auto-vidéo dans un bar, on regarde qu'il y a 1000 personnes qui ont été sur ce terminal-là dans la période d'un mois. On veut qu'il y en ait 300 qui ont utilisé le programme fidélité. Donc ça, à partir des tests, on veut commencer à mesurer ça pour vraiment être capable de réagir si jamais il y a un problème, si jamais on détecte qu'on n'atteint pas les pourcentages, les résultats qu'on avait visés, qu'on veut vraiment mesurer. Donc à partir des tests, on va commencer à regarder ça. Puis on doit le satisfaire avant d'arriver au lancement en septembre 2018. On a de janvier 2018 à septembre 2018 pour s'assurer qu'on maintient toujours les résultats de ces indicateurs de performance-là selon les standards qu'on a identifiés. C'est terminé.